D'après ce qu'on sait aujourd'hui, les caractéristiques de l'épidémie de Covid en termes de contagiosité, de dangerosité et de létalité sont exactement les mêmes en termes d'ordre de grandeur que les épidémies d'influenza qu'on a année après année. Ni plus ni moins. Ce qui est rassurant quand même. Et puis, depuis le début, on a ce traitement médiatique assez halluciné qui en fait une espèce de catastrophe apocalyptique avec un ensemble d'indicateurs qui sont balancés à la face des gens et dont j'ai dit depuis le début, vous feriez la même chose avec la grippe année après année ou avec les cancers ou avec les maladies cardiovasculaires, vous généreriez le même état de terreur dans la population. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième, c'est qu'il y a effectivement une mortalité très importante dans nos pays, plus que partout ailleurs, avec un discours de la part des autorités qui est intenable sur le plan scientifique, qui est le fait de dire « heureusement qu'on a confiné les gens, regardez le nombre de morts que ça génère, puis si on ne l'avait pas fait, il y aurait encore plus de morts ». Alors qu'une analyse scientifique de la situation montre que les pays où les taux de mortalité ont été les plus faibles, et je rappelle quand même qu'en Corée du Sud, le taux de mortalité était de 4 par million d'habitants. En Suisse, actuellement, on est à 180. En Espagne, on est à 400. Donc, vous voyez l'ordre de grandeur. Il y a 100 fois plus de morts proportionnellement en Espagne qu'en Corée. Toute l'épidémiologie infectieuse nous apprend que ce qu'on a fait est l'inverse de ce qu'il fallait faire. Il ne faut surtout pas confiner l'ensemble de la population comme on l'a fait. Il faut dépister très rapidement pour voir quelles sont les personnes contagieuses et elles les isoler le temps qu'elles ne le soient plus. Et si jamais on fait ça, l'épidémie passe en quelques semaines sans faire de dégâts. Nous, on a fait tout l'inverse, avec des pertes massives. Donc ce que je dis, c'est que l'essentiel des morts du Covid sont des morts politiques. Sont des morts comme conséquence d'une politique sanitaire imbécile et létale. Donc ça a tué des milliers de personnes, des décès évitables si on avait réagi intelligemment, et des autorités qui viennent nous dire d'une manière mais scandaleuse. Regardez à quel point le virus est dangereux. Alors de nouveau qu'il n'est pas plus dangereux que le virus de la grippe. Donc on marche vraiment sur la tête, on est dans des zones de malhonnêteté intellectuelle et à mon sens même de perversité. Nous sommes le samedi 25 avril 2020. Athlé.ch, média d'athlétisme comme symbole de lutte vers le meilleur niveau, et Fusis Philosophie vous propose une déconstruction du moment sidérant, énigmatique et inquiétant que nous vivons avec le Covid-19. On est à Genève, en compagnie d'un des meilleurs anthropologues et experts mondiaux en matière de santé publique, avec Jean-Dominique Michel, qui a étudié pendant plus de 30 ans les pratiques de soins et dispositifs sanitaires en Europe et dans le monde, qui a enseigné dans une quinzaine de programmes universitaires et hautes écoles en Suisse et à l'étranger, qui a peut-être travaillé comme nul autre ces 6, 7, 8 dernières semaines pour comprendre et mettre en perspective ce qui nous arrive. Bonjour Jean-Dominique Michel. Bonjour, merci pour cette introduction qui évidemment m'intimide un peu. Je ne suis pas sûr de mériter tous ces éloges, mais enfin c'est vrai que j'ai essayé de faire un travail intellectuel autour de ce que j'observais. Alors première question très personnelle, j'ai pu lire que Jean-Dominique Michel avait attrapé le virus. Oui, c'est vrai, j'ai une expérience personnelle du Covid. Alors, je dois dire de manière relativement sereine, parce qu'à ce moment-là, je savais déjà que hors catégorie à risque, et notamment le fait de déjà souffrir d'une pathologie chronique, qui est en fait ce qui expose réellement au fait de connaître des états graves ou critiques de la maladie, je n'étais pas particulièrement en danger. C'est vrai aussi que la démarche fondamentale de l'anthropologie, c'est l'observation participante. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on cherche à tomber malade quand on étudie par exemple un service d'oncologie ou cardiovasculaire, de cardiologie, mais enfin toujours est-il que pour moi ça a eu un intérêt de me dire ah bah oui, je vais le vivre de l'intérieur, et puis de surcroît avec un cheminement personnel, parce que j'ai été assez vite convaincu de l'intérêt des propositions du professeur Raoul à Marseille, mais enfin qui ne faisait que reprendre des stratégies qui avaient déjà été mises en œuvre en Chine et en Corée avec succès. Donc j'étais relativement convaincu de l'intérêt du médicament qui est interdit en Suisse
à mon sens de manière scandaleuse, en pratique privée depuis les débuts de l'épidémie. J'ai réussi à convaincre mon médecin, qui est quelqu'un d'ouvert d'esprit et de courageux, de me faire une prescription, mais me heurtant au rideau de fer des pharmacies. Le remède a été réservé à la pratique hospitalière. Donc j'ai dû, et je le raconte effectivement dans un article, mais ce que je trouve, alors c'est amusant d'un côté, mais c'est profondément sordide de l'autre, j'ai dû aller de manière clandestine me procurer une boîte d'un remède qui pouvait hypothétiquement me sauver la vie et que les autorités, de manière totalement injustifiable, ont interdite. Et là, effectivement, ça nous plonge d'emblée, j'ai envie de dire, dans des lignes de force sociétales, alors dont je me rends bien compte qu'elles échappent à la plupart des gens, parce qu'ils ils entendent ce que les autorités disent, ils n'ont pas fondamentalement de raison d'en douter, ils appliquent de manière scrupuleuse, et je m'y suis moi-même engagé depuis le début, ce qu'on nous demande, et évidemment que nous avons tous à le faire. Par contre, je l'ai aussi dit depuis le début, c'est que cette situation ne devait surtout pas nous conduire à un empêchement de la pensée, parce qu'en fait, on sait, même sur le plan de la salutogenèse, donc tout ce qu'on fait pour entretenir et soutenir notre propre santé, que le fait de penser, de se renseigner, de se documenter, de mettre en contraste les points de vue des uns et des autres pour se forger sa propre opinion, enfin, le cœur de la démarche philosophique, de la démarche intellectuelle, de la démarche scientifique, est évidemment crucial. Et donc, si on s'interdit de penser au motif qu'il faut juste obéir aux autorités, eh ben, on est dans un non-sens. Donc moi, j'ai obéi scrupuleusement aux autorités, sauf pour le Plaquenil, où là, je me suis rebellé dans les faits contre cette prescription, à mon avis, criminelle, et qui a probablement tué des centaines de personnes. Mais en dehors de ça, où ma survie était en jeu, j'ai évidemment joué tout selon scrupuleusement ce que les autorités nous demandaient. Et vous avez, malgré la maladie, continué à travailler, vous avez publié de nombreux articles, comme on l'a fait nous sur fusis.ch, relayé sur atelier.ch, une série d'articles sur votre blog, qui est hébergé par le site web de la Tribune de Genève. Et chacune de vos analyses a rencontré un succès retentissant sur les réseaux. Et pourtant, on ne vous a pas vu, pas entendu sur les chaînes du service public ou dans les grands journaux de l'arc lémanique. Pourquoi la personnalité médiatique qu'est Jean-Dominique Michel a été boudée par les médias? Alors, ce que j'observe en effet, alors déjà, pourquoi est-ce que mes articles ont eu autant de succès? Je m'y attendais pas du tout, à vrai dire, et notamment parce que le 18 mars, où je rassemblais un peu tout ce que je pouvais analyser de la situation à la lumière de mes connaissances d'anthropologue médical. Qui s'appelle Covid, fin de partie. Voilà, était particulièrement long, particulièrement fouillé. Il abordait une à une les différentes facettes, et c'est typiquement le genre de production dont, si j'avais cherché un succès quelconque, n'importe quel bon coach en communication m'aurait dit: ne fais surtout pas ça, c'est le meilleur moyen de ne pas trouver ton public. Et en fait, il a été lu par plus d'1,5 million de personnes, traduit dans différentes langues, circulé dans le monde entier. Alors pourquoi? D'abord, évidemment, parce que, et puis ça, je crois, j'ose le dire sans fausse modestie, l'essentiel de ce qui contenait a été validé depuis. Il y avait beaucoup de points d'interrogation à l'époque. Et pour en donner juste un exemple, je me suis attaqué de manière très frontale, mais aussi mu par un certain sentiment d'indignation face au silence de mes collègues. Moi, je ne suis pas un épidémiologue des maladies infectieuses. Je suis un épidémiologue des maladies non transmissibles. C'est pas très différent, il y a des subtilités, mais en l'occurrence, je me permettrai pas de dire, en tant qu'épidémiologue des maladies infectieuses, voilà mon analyse. Donc, étant donné le fait que c'est pas ma spécialité, je m'intéresse à ce que disent les meilleurs dans leur domaine et j'essaye de contraster ça avec ce que les autorités nous disent. Et donc, dans ce travail de contraste, il y a effectivement un ensemble de choses qui sont apparues, qui m'ont paru extrêmement contestables dans ce qu'on nous disait. Et par exemple, j'ai écrit le 18 mars que, à mon avis, le taux de mortalité dont on nous disait à l'époque qu'il était à 3,5 ou à 4% pour les personnes ayant contracté la maladie était au moins 10 fois ou 15 fois plus bas et probablement encore plus. Et ben, toutes les recherches sérieuses qui sont sorties depuis l'établissent à moins de 0,3%, c'est-à-dire l'équivalent de la mortalité de la grippe, de l'influenza. Et ça, je l'ai dit très précocement. Donc, voilà, je suis content d'avoir eu des sagacités. Mais, par ailleurs,
dont ce qui m'étonne est qu'elle n'avait rien d'exceptionnel. N'importe quel professionnel sérieux se penchant sur ces données aurait dû arriver aux mêmes conclusions que moi. C'est pas que je suis génial ou que j'ai des sagacités surnaturelles, c'est juste que n'importe quelle personne honnête et compétente devait arriver à ces conclusions-là. Donc là, moi, j'ai évidemment une colère contre mes collègues en me disant, mais comment est-ce qu'ils ont pu laisser passer des choses pareilles et ne pas dire ce que moi, dans mon coin, avec ma maladie, confiné dans une pièce de 12 mètres carrés, voilà, ne pouvais que percevoir comme une évidence. Et puis l'autre élément, et beaucoup de gens m'en ont fait le retour, j'ai reçu des milliers de mails, mais littéralement, de personnes qui me disaient « mais merci, vous mettez des mots sur ce que je percevais intuitivement, ou vous me donnez des éléments intelligents avec lesquels réfléchir, là où le discours officiel relayé par les médias est en fait une espèce de propagande ». Alors voilà, que le gouvernement considère que ses opinions sont justifiées, c'est leur droit. Que les médias disent voilà ce que le gouvernement pense, bah, ils sont dans leur rôle. Mais après, occulter toute pensée divergente, et notamment si elle est bien documentée et intelligente, là on se retrouve face à une vraie question. Vous savez comme moi que la communication du Conseil fédéral a dérivé vers la communication de pays autoritaires. C'est vraiment une interdiction de tout échange et de tout débat. Les questions doivent être soumises au moins 1 heure à l'avance. On n'a pas le droit de réponse, il n'y a pas de rebond. Donc on est vraiment dans de la propagande étatique. Et malheureusement, de ce point de vue-là, les médias officiels ou établis en Suisse ont joué un rôle lamentable. C'est-à-dire vraiment interdiction du débat d'idées, tourner en boucle dans les mêmes considérations inintéressantes. Et puis, et j'en terminerai avec ça, un phénomène que j'observe aussi avec les éthiciens, qui pour moi sont scandaleusement absents depuis le début de cette affaire, où finalement ils parlent que de questions secondaires et sans importance. Ils commentent très volontiers le temps qu'il va faire, mais s'attaquer aux vraies questions éthiques qui sont soulevées par cette problématique, il n'y a personne. C'est un silence assourdissant. Alors, avec pour moi l'avantage, en l'occurrence, mais c'est un avantage malheureux, que ma foi, quand tout le monde se tait, quand quelqu'un parle, eh ben, c'est entendu. Donc c'est vrai que ma voix a été très audible. Mais sur les réseaux, sur Internet, mais voilà. pas les gens qui lisent les médias officiels. C'est juste, à part la France, où là tous les grands médias se sont intéressés à moi, mais dans l'angle, quel est ce soutien un petit peu suspect au professeur Raoult, et est-ce qu'il fait partie des fanatiques de ce nouveau gourou, et sans franchir la barre, vraiment la barre d'entamer une réflexion intelligente sur les propos que j'avançais. Donc on peut dire que les médias ont failli à leur tâche, qui est de permettre aux gens de comprendre, de donner un sens à ce qu'ils vivent. Bah déjà, je crois qu'il n'y a plus vraiment de médias pour parler français. Alors, ils se plaignent à cette occasion qu'ils sont dans une situation dramatique. Bah oui, évidemment, quand on se comporte comme ça, c'est quand même difficile de prospérer. Mais je le dis vraiment, alors c'est effectivement un peu cruel comme constat, mais la réalité est cruelle. C'est-à-dire que vous avez des médias de service public qui, de toute manière, sont aux bottes des autorités, c'est comme ça depuis toujours, et ils ont une marge de manœuvre très limitée quant au fait de soulever les vrais problèmes. Et puis après, les autres médias, ils sont tous possédés par des groupes qui appartiennent à des grands groupes industriels ou à des milliardaires. En France, il n'y a plus de médias indépendants, à part Mediapart, mais qui joue un jeu quand même assez étrange, qui d'un côté est un bon média et de l'autre côté fait aussi du journalisme de caniveau, et le Canard enchaîné. Mais en dehors de ça, trouver un média indépendant où il y ait des journalistes qui aient une vraie liberté de parole et d'investigation, ça n'existe plus. Donc le constat, c'est que la presse n'existe plus. Vous avez écrit que c'était une épidémie plus médiatique que sanitaire, finalement. Alors, oui, enfin, comment dire? De nouveau, les données telles qu'aujourd'hui, on les connaît. Il peut y avoir des surprises. Aucune conviction scientifique n'est jamais définitive. Edgar Morin a soulevé très justement que le propre d'une théorie ou d'une hypothèse scientifique, c'est qu'elle est réfutable. Et notamment aujourd'hui, quand on voit des médecins qui disent on a besoin de certitude scientifique sur l'hydroxychloroquine, c'est une imbécilité. On n'a jamais de certitude scientifique. Si on a une certitude, c'est qu'on n'est plus dans la science. Et de mon point de vue, beaucoup de ces gens-là ne sont plus dans la science. Donc, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, les caractéristiques de l'épidémie de Covid, en termes de contagiosité, de dangerosité et de létalité, sont exactement les mêmes, en termes d'ordre de grandeur, que les épidémies d'influenza qu'on a année après année. Ni plus, ni moins. Ce qui est rassurant quand même.
Et puis, depuis le début, on a ce traitement médiatique assez halluciné qui en fait une espèce de catastrophe apocalyptique avec un ensemble d'indicateurs qui sont balancés à la face des gens et dont j'ai dit depuis le début, vous feriez la même chose avec la grippe année après année ou avec les cancers ou avec les maladies cardiovasculaires, vous généreriez le même état de terreur dans la population. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième, c'est qu'il y a effectivement une mortalité très importante dans nos pays, plus que partout ailleurs, avec un discours de la part des autorités qui est intenable sur le plan scientifique, qui est le fait de dire « heureusement qu'on a confiné les gens, regardez le nombre de morts que ça génère, puis si on ne l'avait pas fait, il y aurait encore plus de morts. » Alors qu'une analyse scientifique de la situation montre que les pays où les taux de mortalité ont été les plus faibles